c'est très intéressant en fait d'avoir plusieurs interventions sur une même matière parce que ça permet d'avoir une vue d'ensemble et ça permet de relier les différentes interventions. C'est vraiment très pertinent pour les personnes qui écoutent. Et je me tourne d'ailleurs maintenant vers les personnes qui écoutent pour savoir quelles sont vos questions par rapport à ces 6 ou 7 interventions. Ilmine Ranourvloun, je vous remercie donc de m'avoir donné la parole. Je m'adresse au groupe mathématiques et physique tout à l'heure, j'ai oublié le nom, qui ont parlé de la remédiation. Nous, dans notre expérience, nous, on a déjà formé nos enseignants donc, à pratiquer la remédiation. Et ils ont vu, ils ont senti, ils ont constaté, lorsqu'ils l'ont mis en œuvre, donc, de l'efficacité, puisqu'ils ont constaté que les élèves ne refont plus, presque tous les élèves ne refont plus la même erreur. Mais le hic, c'est que lorsqu'ils savent que nous, on viendrait pour effectuer des visites de classe, donc ils le font. Mais après, donc, ils ne pratiquent plus la remédiation. Et lorsqu'on leur a demandé pourquoi, la réponse est qu'ils ont dit que ça leur fait un surcroît de travail. Et on leur a demandé, mais pourquoi vous dites ça? Alors ils disent, ben, à la maison, on doit encore, je ne sais pas comment dire, recueillir, chercher toutes les erreurs. Et après, donc, on va en faire l'analyse pour voir la source et tout ça. Et après, on va les mettre ensemble et identifier qui sont les élèves, puisqu'après, ils vont effectuer, lors du cours précédent, lors du cours suivant, ils vont effectuer, donc, ils vont répartir les élèves en groupes de besoins selon le niveau de compétence, selon les erreurs trouvées. Alors, ils se disent, non, ça me fait perdre beaucoup de temps, puisque en plus de ce qu'on va faire à la maison, donc pour identifier toutes les erreurs, l'analyse des erreurs, et aussi donc la recherche d'activités adéquates pour y remédier. Alors, et aussi pour la mise en œuvre donc des activités en groupe de niveau. Alors là, ils ont dit, c'est vraiment, ça fait perdre du temps. Alors, ma question, c'est que vous, donc, qui avez travaillé, comment faire pour que les enseignants ne soient pas réticents donc, à pratiquer cette remédiation et comment faire qu'ils en sentent vraiment l'importance. Bien sûr, ils ont déjà constaté que c'est efficace, mais est-ce qu'ils ont senti vraiment l'importance? Voilà ma question. Merci pour votre question. On attend avec impatience, dans quelques minutes, la réponse du groupe qui a travaillé sur la remédiation. Monsieur, votre question? Paul Rendianasso, coordonnateur du comité ETD au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Je réagis par rapport à la présentation du professeur Boutou Ramangasson en ce qui concerne le changement de comportement sur l'éducation et développement durable. On a commencé à implémenter l'éducation à l'environnement Madagascar en 1980, mais nous connaissons toute la situation actuelle à Madagascar, l'augmentation de toutes les vices qui concernent l'environnement, l'effet de brousse, les trafics d'espèces, pas précieux, etc. Et après l'évaluation, on a constaté que les problèmes, il n'y a pas seulement les connaissances et compétences, mais surtout l'éducation aux valeurs. L'éducation aux valeurs caractérise l'éducation au développement durable. Il ne faut pas oublier que à la fin de la clôture de la décennie au Japon en 2014, sur la décennie de l'ETD, tout le monde est d'accord qu'il faut intégrer l'éducation aux valeurs, au processus du système éducatif, parce que c'est le manque de valeurs, c'est la perte des valeurs, la citoyenneté, respect de la vie, respect des biens communs, etc., qui nous manque. C'est pourquoi la situation actuelle de l'environnement, non seulement à Madagascar, mais partout dans le monde.
Bon, il ne faut pas y oublier, donc, ce n'est pas seulement l'insuffisance des connaissances et compétences qui provoquent les problèmes environnementaux actuellement, mais c'est plutôt l'inexistence des valeurs à la citoyenneté. Bon, il faut donc insister sur l'éducation aux valeurs qui est indispensable, incontournable si on veut préparer des citoyens responsables qui peuvent faire face aux enjeux du développement durable de notre planète actuellement. Merci. Concernant la remédiation, les familles se fait proposition à innovation naturelle, manuel na matériel didactique adapté à la remédiation. Fantanina faharoa, tsara lay momele ho an'ny lycée satria mifampitomboana vocabulaire spécifique amin'ny histoire le izy compétences linguistiques ao koa anatiny. Alors, on a noté ces questions, elles vont être traduites à l'instant en français pour les personnes qui ne comprennent pas le malgache. Puis vous aurez ensuite la possibilité de reprendre la parole lorsque plusieurs autres personnes auront déjà pris la parole. Merci. Merci. Merci pour la question qui était d'abord concernant les troubles de l'apprentissage et qui n'a pas été continuée. Ensuite, concernant la remédiation, est-ce qu'il y a déjà eu des propositions sous forme de manuels, de matériel didactique qui sont adaptés à la remédiation et les mobilés qui sont appréciables pour le lycée et qui augmentent le vocabulaire et les compétences linguistiques. Merci. Pour la première question que je résume en que faire pour que la pratique de la remédiation se fasse plus fréquemment dans la pratique des enseignants. En réalité, si l'enseignant dit que la remédiation fait perdre du temps, c'est toujours à cause d'une conception réductrice de la remédiation. La littérature scientifique dit que apprentissage, évaluation et remédiation ont à peu près la même valeur. Si l'évaluation montre un manque ou une lacune dans l'apprentissage, il faut s'appuyer sur la remédiation pour le suppléer. Et une conception, ça ne s'enlève pas seulement comme ça. Donc il faut une action concrète pour leur montrer qu'ils ont tort. J'ai dit tout à l'heure que la remédiation est très complexe parce qu'elle est liée au concept erreur et obstacle. Astolfi a annoncé 8 types d'erreurs. Et il y a 3 types d'obstacles didactiques. L'obstacle lié au savoir, qu'on dit épistémologique, l'obstacle lié à l'approche qu'a utilisé l'enseignant, l'obstacle didactique, et l'obstacle lié au développement psychologique de l'apprenant. Donc, c'est seulement en aidant les enseignants à comprendre les erreurs et les obstacles des élèves qu'on peut l'aider ou l'encourager à pratiquer la remédiation. Et pour la deuxième question, est-ce qu'il y a de manuels ou de matériel didactique? Impossible. Parce que les erreurs et les obstacles changent quand on change de concept à enseigner. Pour un concept donné, il y a des types d'erreurs et d'obstacles qui les soutiennent. Donc le plus simple, ce sera le plus efficace, c'est d'apprendre aux enseignants comment analyser les erreurs des élèves, quels sont les types d'obstacles qui sont associés. Et là, nous avons proposé d'inventorier les erreurs et obstacles récurrents dans l'apprentissage des sciences physiques. Mais ce n'est pas chose facile, il faut le faire avec les enseignants. Est-ce que j'ai pu répondre à votre question? J'ai l'impression que madame est restée un peu sur sa faim. C'est vrai que comment faire pour que les enseignants souhaitent
souhaitent mettre en œuvre de la remédiation, pour, non pas qu'ils le fassent quand il y a une inspection ou quand ils sont en formation, mais pour qu'ils aient envie de le faire, il y aura peut-être d'autres éléments de réponse qui arriveront. Oui. Je m'excuse, j'ajouterai un peu que ceci. Alors voilà, les éléments de réponse arrivent tout de suite. Ce serait bien si nous avons pu voir vos enseignants. Parce que ce qu'on a vu surtout, ce sont des étudiants, des enseignants qui font des rémédiations. Et là, j'insiste sur les types de rémédiation. Ce que nous, on a fait en premier, c'est-à-dire dans notre recherche, dans la première recherche, c'est sur la remédiation immédiate. C'est-à-dire, on est en classe, on constate une erreur et on remédie à l'erreur. Et ce qu'on a constaté surtout, c'est que les enseignants, pour remédier, c'est juste comme il a été exposé tout à l'heure, c'est juste des questions jusqu'à ce que la bonne réponse arrive. Bon, c'est ça, leur pratique de rémédiation immédiate. Mais ce que vous avez soulevé là, ce sera vraiment une autre recherche. Ce que nous pensons faire, c'est justement cette rémédiation profonde, c'est-à-dire qui se fait déjà par les analyses des erreurs qu'ils ont constatées, et ça, effectivement, ça prendra du temps. Mais ce qu'on a fait concrètement aussi, j'insiste là-dessus, c'est qu'on pense déjà, avec l'inexistence du moins la remédiation dans les textes officiels, c'est normal après que les enseignants ignorent. On a, sur les enseignants on a eu des entretiens, presque tout le monde ne savent pas, ils savent que ça n'existe pas dans les textes officiels. Il n'y a pas de terme comme il faut faire la remédiation. Et du coup, nous, on pense vraiment proposer, donc au ministère, c'est-à-dire travailler pour chaque matière, essayer de voir les erreurs, on m'a dit, étaient signalées tout à l'heure, récurrentes, et de proposer des pistes, justement, pour aider les enseignants. Parce que, pourquoi ils font, entre guillemets, par hypocrisie, ce que vous avez soulevé tout à l'heure, parce qu'ils ne vivent pas dans les médias. Ils ne voient pas l'intérêt. Vraiment, c'est-à-dire qu'ils disent, voilà, c'est le programme qui importe, il faut finir le programme, et voilà, remédiation, pas, on s'en fiche. Voilà. Et nous, on veut qu'ils vivent ça, qu'ils aient ça en leur sang. Voilà. Merci. Merci. Est-ce que d'autres parmi vous souhaitent prendre la parole? Merci beaucoup à Monsieur Paul Rangenarso, coordonnateur en EDD au ministère. Effectivement, vous parlez de l'éducation aux valeurs. Et moi, effectivement, l'histoire de l'éducation environnementale à Madagascar, elle date. Hein. Il y a plusieurs époques, il y a eu des résultats aussi, mais bon, on est toujours là et on est toujours en train de chercher quelle est la meilleure voie possible. Et je pense que les voies sont complémentaires. Il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas de bonne. Mais en revenant aux valeurs, à ma connaissance, je dirais que les valeurs ne se décrètent pas. Les valeurs, l'adhésion aux valeurs, c'est un aboutissement d'un processus. C'est-à-dire, comment est-ce que, c'est abstrait, comment est-ce qu'on peut savoir que telle personne a adhéré aux valeurs? Ben, c'est dans ses comportements. Et en fait, je vais me référer à... Donc c'est un changement de paradigme, les valeurs, mais les paradigmes ne se décrètent pas non plus. Il y a un travail qui est derrière, qui est sous-jacent. Et le travail, c'est d'abord le recueil d'informations, la collecte d'informations, l'acquisition des informations pour que cela devienne connaissance, et puis après la compréhension de ces connaissances-là, et l'application, et puis l'analyse, jusqu'à la création. Et, donc il y a d'abord l'évaluation, et c'est là justement que se pose l'adhésion aux valeurs. Et la création, en quelque sorte, c'est justement une adoption de nouveaux comportements. Donc ce n'est pas contradictoire, je pense, mais c'est tout simplement l'accent qui est mis sur le processus et sur le travail qu'il y a à faire avant que les valeurs soient acceptées comme telles. Merci. Alors nous allons maintenant passer au deuxième tour de questions. Je voudrais qu'interviennent en priorité, s'il vous plaît, les personnes qui souhaitent intervenir sur la question de la remédiation. Merci.
Mirindra Soura manampy ary vola, enseignante-chercheur à l'école normale supérieure de l'université d'Antananarivo. Je voudrais encore réagir par rapport à l'intervention sur la pratique de la remédiation au lycée. Mais je n'ai pas de question, mais juste une précision, une information. D'abord, je partage tout à fait l'avis des communicants sur la nécessité de la formation continue de ces enseignants, quelle que soit la discipline, parce que je pense que les mathématiques et les physiques, chimie ne sont pas les seules disciplines concernées par cette problématique liée à la remédiation. Comme information, je tiens à noter que on a commencé à parler de la remédiation dans les années 2003-2005, dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche par les compétences dans les classes primaires. Il y avait des sessions de formation pour les enseignants sur toutes les étapes de ce processus de remédiation, mais toujours est-il que les pratiques de remédiation restaient presque rares dans les classes. Merci. Bien, oui, ce matin, j'étais déjà là ce matin, mais bon. Ce que je voulais dire, je voulais préciser quelque chose sur ceux qui enseignent l'histoire. En fait, je voulais parler de ça. Je vous dis que vous êtes très courageux d'enseigner cette matière qui est difficile et aussi où il faut tout le temps faire des recherches. Mais vous avez précisé un point très important. C'était l'histoire de Madagascar. Je voudrais demander cette chose. Comment est-ce que vous allez faire pour enseigner notre histoire? À nous, je dis bien notre histoire, l'histoire de Madagascar. Parce que l'histoire de Madagascar, elle ne commence pas il y a 800 ans, ou il y a 1200 ans, comme ce qui est précisé dans le programme des primaires, secondaires et les lycées. Mais elle commence il y a 8000 ans. Et pourquoi enseignerez-vous l'histoire de Madagascar si on a un trou dans nos leçons, si on a un trou dans ces recherches-là? Vous avez précisé que lycée, c'était quoi déjà le lycée? Lycée LMA, vous avez créé un musée d'histoire, c'est ça? Un laboratoire, pardon. Mais est-ce qu'elle donne vraiment les informations nécessaires aux étudiants, aux apprenants, pardon? Parce que notre histoire elle-même, elle est incomplète. Je ne voulais pas dire ce mot, mais Madagascar est un pays pauvre. Nous n'avons pas la possibilité de faire des fouilles archéologiques pour découvrir nos propres histoires. On a un vide. Ce n'est pas seulement Madagascar. Donc, il y a beaucoup de pays pauvres qui n'ont pas les moyens de faire des fouilles archéologiques. Merci pour votre intervention. Je précise bien que j'avais demandé à ce que les interventions du deuxième tour concernent les remédiations. Bon. Voilà. Je pense que les personnes qui travaillent je vois d'ailleurs que les personnes qui travaillent sur l'histoire sont en train de prendre des notes. Je pense qu'elles vont avoir des choses à dire. Jacques? Oui. Donc, juste sur un point de vocabulaire, remédiation, c'est un mot qui est un peu piège. Remédiation, il y a remède. Et on pense que quand il y a une difficulté de l'enfant, il faut lui apporter un remède, un médicament ou un soin pour soigner le problème. Ce n'est pas la bonne interprétation. On parle bien de médiation éducative, c'est-à-dire que si une certaine médiation éducative n'a pas fonctionné, il faut recommencer une autre médiation éducative. Il faut revenir sur la question. Il faut revoir sa stratégie pédagogique. Ce n'est pas du tout le même sens parce que derrière, il y a une question idéologique. Si on pense qu'il y a un remède, en tant qu'enseignant, soit je me dis comme pharmacien, j'accepte de faire l'effort d'expliquer à nouveau, soit je considère que s'il n'y arrive pas, c'est parce qu'il est faible, c'est un mauvais élève, donc je le laisse où il est, je continue à avancer. Si je considère effectivement que dans remédiation, il y a
recommencer une autre médiation éducative, ça veut dire que j'accepte la part de responsabilité que je peux éventuellement avoir dans le fait qu'il n'ait pas compris. Et donc, je vais essayer de m'y prendre autrement pour qu'il comprenne. C'est un tout petit glissement de sens qui, en fait, joue derrière, d'un point de vue fonctionnel, sur quelque chose d'assez important. C'est la position de l'enseignant, comment il se vit. Merci Sophie. Donc, par rapport à l'intervention que je vais mener, c'est sur l'interpellation des communicants, sur les textes officiels qui sont demandés au ministère en termes de remédiation. Bon, je ne parle pas au nom du ministère, mais à mon nom, je partage mon avis sur cette idée de demander au ministère d'émettre des documents officiels, en quelque sorte qui imposerait aux enseignants d'entrer dans l'étape finale de remédiation après l'évaluation, lorsque la séquence pédagogique, les étapes de la séquence pédagogique seraient réalisées dans sa classe. Déjà, nous sommes tous en connaissance, vous et moi, qui sommes enseignants, que dans les formations que nous avons suivies, on nous a enseigné qu'il y a telles étapes à suivre lorsqu'on fait une séance de classe. Donc nous sommes tous censés suivre ces étapes-là, aboutissant vers la remédiation. Donc un enseignant qui a suivi la formation devra, avec ou sans document officiel, aboutir à la remédiation. Je sais que ce n'est pas ce qui se fait sur le terrain. Mais nous sommes aussi sans savoir que lorsqu'on veut imposer quelque chose aux enseignants sur les pratiques habituelles, sur leurs pratiques habituelles, ça leur devient contraignant et ils deviennent réfractaires. C'est parce que c'est un changement qu'on veut imposer. Et moi, ce que je proposerai, c'est déjà dans les formations initiales, insister sur l'intérêt des remédiations d'une part, mais dans la formation continue aussi, on insisterait non seulement sur l'intérêt de la remédiation, mais aussi leur faire savoir qu'il y a des suivis, accompagnements de leur pratique de classe au niveau donc des lycées. Et c'est plutôt sur cet axe-là qu'on devrait penser remédiation et solution pour que les enseignants s'y impliquent beaucoup plus. Merci. Merci. Est-ce que certains des intervenants souhaitent réagir à ce qui vient d'être dit, enfin aux différentes prises de parole concernant la remédiation? Je propose que pour le moment, la question de l'histoire reste un tout petit peu en suspens puisqu'on va avoir d'autres questions. C'est bien de rester sur une certaine unité thématique. Pour du chef de service au sein du ministère de l'Éducation nationale, par rapport au texte, je voudrais vous signaler que nous disposons d'un arrêté interministériel concernant les RMC, c'est-à-dire référentiel métiers et compétences des enseignants du ministère de l'Éducation nationale. Et dans ce texte, il a été précisé que élaborer et mettre en œuvre un dispositif de remédiation fait partie de l'activité des enseignants. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous passons à l'histoire. Donc, on va avoir une première prise de parole. Bon, je vais commencer par la question de physique. Comme tout le monde m'attend en histoire, je me défile. On vous reconnaît bien là. Pour qu'on ne me snipe pas dessus. Pour la physique, en fait, c'est une remarque. Et je l'entends souvent dire que dans les séries, les littéraires sont toujours plus de 60% et les scientifiques moins de 40%. Je l'entends dans beaucoup de pays, y compris chez moi. Je dis que je ne suis pas d'accord avec cette appréciation. Très souvent, dans l'orientation des élèves,
on dit voici les scientifiques, les autres, on ne sait quoi en faire et on les envoie en lettres. On décrète que c'est des littéraires. Quand vous vérifiez, ce ne sont pas des littéraires. Les littéraires dans ce groupe-là ne sont peut-être que 20 ou 30%. Et quand vous vérifiez, vous verrez que, y compris parfois même leurs enseignants ne lisent plus de la littérature. Et on décide qu'ils sont des littéraires, encore moins les élèves. Ils ne lisent plus. Maintenant, c'est la culture TikTok. Et cette culture TikTok est hostile à l'école, à la dissertation. Parce que TikTok, c'est 15 secondes par vidéo et une dissertation, il vous faut 4 heures. Et donc, le cerveau n'est plus adapté pour le faire. Donc, ce qu'on appelle des littéraires ne sont pas en fait des littéraires et on le vérifie tout le temps. Donc, il faut qu'on revienne à l'enseignement, savoir que l'enseignement, c'est un rapport et que dans une fraction, la valeur de la fraction dépend du numérateur et du dénominateur. Donc, le résultat que vous avez dans vos classes dépend du maître et des élèves. Mais souvent, on accuse les élèves et on oublie les maîtres. Maintenant, sur l'histoire, je suis historien. Mais ce que je remarque, c'est d'abord la conception de l'histoire. On pense que quand quelqu'un a dit que le souverain Andrianam Poinimirne a quitté le pouvoir en 1810, on dit c'est un historien. Non, c'est un chroniqueur. L'histoire, c'est autre chose. Et souvent, nous passons notre temps à donner énormément d'informations à nos élèves. D'informations sur le passé. Mais ça, ce n'est pas l'histoire. L'information est disponible pour tout le monde. Vous allez sur Google, vous l'avez tout de suite. Donc l'élève n'a plus besoin de l'apprendre. Mais c'est à partir de ce passé, être capable de penser et de résoudre des problèmes du présent et d'envisager l'avenir. C'est ça l'histoire. Et pour ce faire, c'est en histoire vraiment qu'on doit faire l'approche par compétence. C'est-à-dire demander aux élèves d'utiliser le passé pour résoudre des problèmes auxquels ils peuvent être confrontés dans la vie quotidienne. Je donne un exemple, s'il vous plaît. Je donne un cours sur l'histoire de l'esclavage. À l'examen, j'ai dit à mes étudiants, venez avec tous vos documents. Je leur donne comme sujet, le maire de votre ville inaugure un monument le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, écrivez-lui son discours. Il n'y a pas un enseignant d'histoire qui donne de tels sujets. Il faut qu'on apprenne à nos enfants dès le CE1, explique à grand-père pourquoi le village s'appelle comme ça. Là, vous donnez un problème concret à l'enfant, vivant, présent, et il va utiliser le passé pour résoudre ce problème. Mais si on apprend l'histoire juste pour le contempler, je ne vois pas pourquoi les élèves doivent l'aimer. Merci. Merci. On va passer le micro derrière. Et Ibrahima est un descendant de tirailleurs sénégalais. Et les tirailleurs sénégalais, en France, on les a souvent emmenés faire du sale boulot dans les colonies. Et en France, aujourd'hui, l'histoire des tirailleurs sénégalais, c'est plus le Yabon Banania qu'il pouvait y avoir dans les années 50-60. Ça commence à devenir le massacre des soldats tirailleurs sénégalais qui s'étaient révoltés à Dakar jusqu'après la guerre. Donc derrière le mot tirailleurs sénégalais, il peut y avoir des représentations complètement différentes ici à Madagascar ou en Indochine, voire en Afrique du Nord, à Madagascar, et sachant d'ailleurs que tous les tirailleurs sénégalais n'étaient pas sénégalais et que beaucoup venaient d'ailleurs. Bon, maintenant, excuse-moi Ibrahima d'avoir raconté un peu ton histoire. Oui, bon. En histoire, moi aussi j'ai un peu enseigné l'histoire, même si je suis plus géographe qu'historien. Bon, on montre des personnages, je dis plutôt on montre des personnages, on étudie des événements, mais en histoire, et je pense que c'est valable aussi bien pour les petites classes que pour le lycée, se pose la question des notions.
Je vais prendre et ma question sera celle sur la notion de roi ou de reine. La notion de roi ou de reine, à l'école primaire, ça risque d'être, ou même en maternelle, c'est celui qui a le pouvoir et qui décide tout, et qui fait tout ce qu'il veut. Mais qu'est-ce que c'était réellement le pouvoir, et qu'est-ce que c'est que le pouvoir d'un roi, d'une reine, si on pense à l'histoire de Madagascar ou à l'Angleterre aujourd'hui? Et cette question que derrière le mot roi, reine, la notion de royauté, ça peut se décliner, il peut y avoir des niveaux différents de conception, un enrichissement de la conceptualité, du concept de roi, de reine, et une diversification. Comment on le traite, comment le faites-vous? Parce que c'est compliqué. Je ne vous donne pas la réponse. Oui, merci madame. À propos de l'outil d'évaluation concernant l'histoire, vous avez choisi le mot mêlé, n'est-ce pas? Quelle est la relation entre cet outil face à l'analyse des épreuves au baccalauréat ou bien au BPC? Merci. Merci à vous. Alors, qui souhaite intervenir en premier? Est-ce qu'il y a un micro par ici? Oui. Alors, je vous remercie beaucoup pour les remarques. Je vais intervenir par rapport aux remarques du monsieur. Que l'histoire de Madagascar, notre histoire, il y a un trou. Et en deuxième lieu, le rôle, la fonction du laboratoire dans un lycée. Première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre histoire historienne, histoire savante et histoire enseignée. Bon, l'histoire savante, on a quelques historiens, on a beaucoup d'historiens de Madagascar, dont on fait référence quand on fait l'étude, quand on fait notre recherche. Mais pour ce qui est de ce qu'on va enseigner, on est toujours soumis à ce que nous dictent les institutions, donc les curriculums. Et dans les curriculums, ils ont vraiment des directives bien précises. N'empêche qu'on intervient à un certain moment pour introduire quelques notions. Donc, pour ce qui est du trou de plus de 8000 ans, on fait des recherches par rapport à ça et on essaie quand même de montrer. Et je rejoins le monsieur là. On leur donne des problématiques à résoudre. Probablement que les profs d'histoire n'ont pas les réponses, mais quand ils vont faire les recherches sur les lieux de mémoire, là, ils vont recueillir des informations que nous-mêmes, nous profs, nous pourrons l'utiliser plus tard. Donc c'est ça, en fait, c'est ça la démarche historienne. Ils devraient arriver à recueillir des informations, à nous donner des informations, et c'est à nous de les cadrer dans le cadre du curriculum. Et c'est d'ailleurs l'importance du laboratoire. Nous n'avons pas la prétention d'avoir les fonctions d'un laboratoire de recherche universitaire, non. Mais dans le cadre de notre laboratoire, quand on a créé le laboratoire cette année, c'était surtout pour un lieu d'échange, de formation, de découverte. On va pas se limiter à la logique de la classe où le prof est là devant, le tableau noir et les élèves qui sont là en train d'écouter. Mais là, dans le laboratoire, il y a peut-être pas de professeur, mais on fait une vidéo où les élèves pourront apprendre par eux-mêmes. Ils demandent même à voir certains films. Donc ça, c'est la fonction du laboratoire, recherche, échange, découverte. Et c'est à partir de là aussi que quand on leur a demandé de visiter un lieu historique et d'élaborer une activité en particulier, ils vont exposer leurs recherches que d'autres élèves du lycée pourront visiter. Et ça, on leur explique vraiment que c'est pas le prof qui a donné ça, c'est les élèves à partir de leur activité qui ont pu élaborer cette exposition-là, et ça, c'est dans le laboratoire. Donc, c'est là la fonction du laboratoire dans le lycée. La dernière chose, pour peaufiner le contenu, on a toujours recours à l'interdisciplinarité. Donc, on doit visiter aussi des musées d'archéologie, on doit faire intervenir d'autres spécialistes en anthropologie et tout auprès des élèves. Donc, c'est tout ça par rapport au contenu de l'histoire de Madagascar. Rassurez-vous, l'histoire pour le programme en vigueur actuel, c'est en grande partie l'histoire de Madagascar. Et on essaye par tous les moyens de renflouer les informations manquantes
par tous les moyens possibles. Donc ça, c'est vraiment du travail, mais on essaie de faire ça. Et par rapport aux notions de roi et de reine, dans la petite classe et et au lycée, c'est différent. D'accord, je vous l'accorde, c'est très différent. Mais c'est là aussi une des résolutions de problèmes qu'on essaie d'inculquer à nos élèves. C'est l'usage public de l'histoire. Ensuite, l'installation de l'histoire dans le contexte géopolitique international. Voilà. Le roi et reine aux petites classes, c'est Angela Pounoumir, mais tout le monde. Mais quand on parle de roi de Madagascar, on ne peut parler de roi de Madagascar qu'à partir de Radama, parce que c'est lui qui a été désigné par les Anglais comme étant le roi. Donc là, c'est différent de la notion qui a été inculquée dans la petite classe. Donc c'est dans cette résolution de problème l'importance du contexte géopolitique à l'échelle internationale pour entrer dans le contexte actuel, dans le contexte de Madagascar même, qu'on essaie de mettre en place auprès de nos élèves. Merci pour votre remarque. Merci. Madame? Oui. Quelle est la relation entre Momélé et analyse de ses preuves au PPC et au BAC? En tant qu'outil nouveau, les Momélé ne sont pas figurés dans les analyses de ces preuves aux examens PPC ou BAC. Et c'est pourquoi que nous avons demandé lors de notre intervention aux techniciens du MEN d'intégrer cet outil d'évaluation sur la liste des outils d'évaluation en histoire. Oui. Merci. Alors, une dernière série de questions. On peut intervenir sur les remédiations? On peut toujours intervenir sur la remédiation. Oui. Voilà. Concernant le texte, si je ne me trompe pas, c'est en 2020 que le texte officiel, ou 2019, je ne sais plus, a été sorti, n'est-ce pas? Oui. Et comme nous le savons, avec les interventions précédentes de ce matin, je crois, comme la formation continue n'est pas vraiment quelque chose qui se fait automatiquement, donc je me pose des questions. Combien d'enseignants connaissent l'existence d'abord? Et s'ils connaissent l'existence et qu'ils ont lu, ça c'est autre chose. C'est pourquoi nous, on pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre, parce que qu'est-ce qui est vraiment familier chez les apprenants? C'est le programme. Donc au moins mettre ça dans le programme d'études, c'est-à-dire avec une petite amélioration, c'est-à-dire pour chaque matière, donc il faut le concours des responsables des matières, du moins donner des indications sur les erreurs récurrentes qui peuvent être déjà faites avant. Parce qu'il y a toujours les analyses a priori, on sait déjà ce qui se passe. Sur l'histoire de remédiation, comme a dit le collègue, effectivement, si on apporte quelque chose juste comme remède, ce n'est pas vraiment dans ce sens que ça doit se réaliser. Parce que qu'est-ce qu'on a vu quand on a observé les enseignants, soit devant les erreurs des élèves, ils ne font même pas des reformulations, hein. Soit ils répètent ce qu'ils ont donné, mais avec des décibels un peu plus, voilà, pour que les élèves acceptent finalement que c'est ça. Soit, comme on a dit tout à l'heure, c'est technique maïotique, là, on dit qu'il y a jusqu'à ce que la bonne réponse apparaisse, et c'est tout. Voilà, c'est ça la pratique qu'on a vue, du moins avec nos recherches. Merci. Alors, dernière série de questions. Denise, Madame. Et s'il n'y a pas d'autres souhaits de prise de parole, moi j'aimerais poser une question, si vous m'y autorisez. Merci. Comment ? Merci beaucoup. Je suis la reine du micro. Ah oui. C'est relatif. Merci beaucoup aux intervenants et aux intervenantes. Ma question, elle va concerner à la fois l'histoire et les sciences. Et elle va concerner la notion d'esprit critique.
je me mets à la place d'un élève. J'ai plusieurs cours. J'ai cours de sciences, j'ai des cours d'histoire. Et il faut que je développe une réflexion critique. C'est ce qui a été dit dans une des propositions en histoire. Il faut aussi que je développe mon esprit critique en sciences, ici en sciences physiques et chimiques. Alors la question que je me pose, si je suis un élève et que je m'intéresse un peu à ce que je fais, c'est de me dire, mais finalement, est-ce que c'est le même, est-ce qu'on me parle du même esprit critique ou est-ce qu'il y a des spécificités peut-être disciplinaires en lien avec les approches qu'on a en histoire et en sciences? Est-ce qu'il y a des spécificités de l'esprit critique? Et justement, si je reviens à la notion de remédiation dans un des sens évoqué par Jacques, finalement, je construis des formes d'erreur en tant qu'enseignante ou enseignant chez les élèves, notamment parce qu'il y a des ambiguïtés sur la notion d'esprit critique. Donc la question que je vous pose, mais c'est plutôt pour la réflexion, c'est finalement, est-ce que vous arrivez à dégager des spécificités de l'esprit critique en histoire et en sciences physiques, et aussi des choses qui sont comparables? Voilà, merci beaucoup. Merci. Oui, c'est Yann, je travaille à la TCRP en tant que chef de service du développement de curricula. Et j'aimerais bien, je ne sais pas si c'est un partage ou une réflexion sur le côté rémédiation, parce que je vais partir du cas que Madame Elmine a expliqué là, avec les enseignants, surtout avec les enseignants du primaire. J'aimerais bien, nous tous, nous savons le contexte des enseignants du primaire. La plupart sont des gens recrutés FRAM, avec un niveau PEPC. Donc, ils vont enseigner des élèves. Ces élèves-là, avec 45-50 élèves. Ils vont catégoriser, ils vont faire la correction, on va faire l'évaluation. Donc, ils vont catégoriser les erreurs. Et j'espère que dans notre réflexion, c'est ça ce qu'il faut porter la réflexion avec les 8 types d'erreurs que M. Mamlalau a cités, avec les 3 types d'obstacles. Comment allons-nous transposer ça d'une manière simple à ces enseignants pour qu'ils puissent arriver à aider l'apprenant à surmonter ces erreurs et ces obstacles. Donc, pour l'enseignant, si nous observons leur pratique, pour eux, rémédiation, ça devient correction, alors que 2 concepts différents. Remédier, quel type d'erreur? Non, il est paresseux, il ne comprend pas, peut-être que c'est mon sujet qui est un peu difficile, et voilà ce qui se passe vraiment. Donc, comment allons-nous aider les enseignants? On a donné des informations, la plupart du technicien humain connaît très bien que nous, on donne des formations, mais une formation de 5 jours, avec un budget limitatif, avec du temps, donc c'est un peu ça. Mais si on met leur niveau taxonomique pendant la formation, c'est au niveau connaissance et compréhension. Mais quand ils vont appliquer ça, qui va les encadrer? Qui vont les tutorer? C'est-à-dire que si on n'arrive pas à aider l'enseignant, alors que notre cible, c'est toujours les apprenants. Comment aidons-nous les apprenants à avancer, à arriver à progresser? Et c'est ça notre réflexion, c'est cette transposition didactique d'une manière simple avec les grands concepts et comment on va faire ça dans le côté pratique pour aider ces enseignants avec leur niveau. Donc, c'est pour cela que moi je dis... c'est un peu une réflexion et donc c'est le cas pratique qui existe actuellement. Et j'aimerais bien revenir sur l'histoire parce que là, on est en pleine réactualisation des programmes
Et avec les stratégies et les approches, on a déjà porté notre réflexion sur cette stratégie d'enseigner l'histoire. Et on a mis dans les parties introductives la mission que le président a dit, la mission de l'histoire. C'est connaître le passé pour porter la réflexion sur l'avenir, apporter par rapport à ce qui se passe au présent. Donc, ça a été déjà mentionné pour que, d'abord, l'enseignant lui-même, il comprend pourquoi on enseigne l'histoire et avec les approches, ça s'oriente dans cet axe. Donc, voilà mon intervention tout simplement sur ce point. Merci. Je vais donc maintenant me permettre de poser la question que je souhaitais poser, qui va... Tu veux commenter directement ? Bon, allez, Bon, 5 secondes. Je rebondis sur la notion d'erreur. Je reviens sur la distinction de sens que j'ai faite tout à l'heure. Si on considère qu'on apporte un remède, qu'on soigne l'enfant de son erreur, l'erreur est une pathologie. Et c'est une faute de le penser comme ça. Si on considère qu'on fait de la médiation éducative et qu'il faut refaire une médiation éducative si l'enfant ne comprend pas, c'est-à-dire qu'on considère que l'erreur est quelque chose de normal dans le processus d'apprentissage. Et quelque part, ça aide l'enfant à comprendre que de se tromper, c'est normal. Voilà, tout simplement. Donc c'est sur cette nuance-là que je voulais insister. 9 secondes, bon, ça va. Alors, ma question va dans le même sens que celle que Denise a posée tout à l'heure. J'ai été interpellée durant les présentations de cet après-midi par le fait que plusieurs d'entre vous citent et notent sur votre présentation la notion de développement de l'esprit critique. Et j'aurais beaucoup aimé avoir des exemples précis, parce que dans certains cas, on n'a pas eu d'exemple, et j'aimerais vraiment, bon, de manière un peu condensée, mais avoir un ou deux exemples, peut-être un en histoire, un en sciences physiques, qui montrent comment, à partir d'un exemple, et si possible un exemple en lien avec l'innovation que vous avez présentée, comment vous parvenez concrètement à un développement d'esprit critique chez les élèves. L'esprit critique, c'est théorique, mais en général, en pratique, les enseignants utilisent seulement l'approche transmissive ou l'approche behavioriste. J'ai une quantité de savoir que je veux vous donner, les enfants. Écoutez-moi, écrivez-les et apprenez par cœur. Ou je vais vous donner des exercices types. Faites-le. À la fin, vous allez avoir de bonnes réponses, donner de bonnes réponses. Ce qui peut marcher avec les connaissances factuelles et procédurales, mais aucune production pour les connaissances conceptuelles et métacognitives. Un exemple que je peux citer, le mois dernier, au CG Antanimina de CG d'Antananarivo, un groupe d'enseignants, moi, Élisée, Arnous et Abraham, il n'est plus là, nous avons essayé d'utiliser le numérique pour enseigner l'électricité à 2 classes de 6e, 2 classes de les maths. C'était c'est quoi exactement? Non, le titre du chapitre. La maths, oui. La symétrie axiale. Et en SVT, la formation tectonique, je ne sais pas, en géographie. Et nous avons pu observer que les élèves ont arrivé à problématiser la situation, à chercher dans les documents que nous leur avons donnés les connaissances correspondantes qui sont nécessaires à répondre aux problèmes de l'étude. Et ça, pour l'électricité, nous avons réussi à faire le chapitre en 2 heures, alors dans le programme scolaire, c'est pour 11 heures. Et les élèves ont appris pas mal de choses. Je pense que le problème des enseignants,
s'il persiste à utiliser les approches, les anciennes, transmissives et bienveillantes, c'est toujours les conceptions réductrices de l'enseignement-apprentissage, de l'évaluation et de la remédiation. Merci. Merci. Je vais me permettre de répondre à monsieur. Vous voyez, je prends de plus en plus de liberté, mais là, il m'a vraiment tendu une perche. Alors, une perche à la provocation, hein. Je suis désolée. La question n'était pas sur ce que font les enseignants. La question était, plusieurs questions étaient sur, et en tout cas la mienne, c'était sur quel lien faites-vous entre les approches innovantes que vous avez présentées et le développement de l'esprit critique. C'est différent. Ce que font des centaines, des milliers d'enseignants, c'est une chose. Mais là, nous, on est en train de parler d'innovation. Quel lien est-ce qu'on peut faire? Merci. Ok. Vous avez demandé quel lien. Et concernant notre innovation, il s'agit de la considération du rapport science-société sur l'enseignement des sciences. Et je vais vous donner des exemples concernant notre innovation, comme vous me l'avez demandé. Par exemple, je vais prendre une notion qui est mentionnée dans les programmes scolaires, l'élément chimique. Comment notre innovation peut améliorer la transmission des savoirs concernant les éléments chimiques. Et puis en particulier l'esprit critique, qui était présent présent dans plusieurs présentations. Je ne l'invente pas. Oui, je vais y arriver là, ne vous inquiétez pas. Je vais prendre un exemple. J'enseigne milieu rural. Je demande à mes élèves qu'est-ce que signifie les sigles NPK avec l'engrais. Ouais, malheureusement, les élèves n'ont pas de réponse. Pourtant, les programmes scolaires indiquent que les élèves doivent prendre les 20 premiers éléments dans lesquels figure l'azote N. Et pour inciter leur curiosité, je leur demande aussi quelle est la différence entre cet engrais sur les sacs figurent le mot NPK et les engrais que vous utilisez traditionnellement avec, par exemple, l'excrément des poules. Et là, les élèves auront sûrement des questions. Qu'est-ce qu'il y a vraiment la différence entre ces deux engrais? C'est là que l'esprit critique des élèves sera remis en cause. Et pour notre innovation, pour moi, il n'y a pas de question de plusieurs théories, mais la pratique, alors, pour encercler tout, pour moi, le problème n'est pas les théories et la pratique, mais la professionnalisation des corps des enseignants, parce que je trouve vraiment que, même si ils connaissent la théorie, c'est le choix de les pratiquer ou non. Alors, je me tourne vers les staffs humains pour votre prochaine formation, insister sur la professionnalisation des enseignants pour qu'ils puissent considérer vraiment leur emploi. Merci. Merci, je pense que ça a été bien entendu par le MEN. D'accord, je pense que je vais représenter le team Histoire pour répondre à la question esprit critique. Je l'ai évoqué dans la communication. Selon le curriculum déjà, comment on évalue l'esprit critique des élèves, c'est à partir des dissertations et des commentaires de documents qu'on leur demande de faire. Ça, c'est généralement, c'est ce qu'on demande de faire. Mais dans l'innovation que j'ai présentée là, qui est, notons-le bien, si on recrée un petit peu le schéma, c'est qu'on leur donne un lieu de mémoire. Et donc, l'esprit critique, c'est la capacité de l'élève à se poser des questions par rapport à ce qu'il voit. On peut en faire l'expérience, on peut faire un exemple très concret. Ce qui est proche de notre établissement, d'ailleurs, c'est le monument aux morts de la Canoussie. Aucun des élèves ne sait qu'est-ce que représente ce monument. Je leur ai demandé d'aller visiter. Je leur ai demandé qu'est-ce que symbolise ce monument mort. La couleur autrefois norque, puis changée en bronze. À quoi ça représente?
il y a plusieurs interprétations possibles. Et c'est là que les élèves se posent les questions, formulent des hypothèses, à quelle étape, à quelle coupure historique intervient le symbole. Et à partir de là, ils devraient résoudre un problème et aboutir à un fait concret, comme quoi le monument aux morts n'est pas seulement le lieu où on fait exploser les feux d'artifice, parce que c'est son rôle actuellement, c'est là où le feu d'artifice passe, et c'est tout ce que les élèves savent d'ailleurs, c'est là où on fait exploser les artifices. Mais là, ils vont comprendre que ça symbolise peut-être la participation de Madagascar à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils n'intériorisent même pas le fait qu'il y avait des Malgaches qui ont participé aux guerres mondiales. Donc ça, c'est l'exemple concret de l'utilisation de l'esprit critique dans l'histoire, et à partir de mon innovation. Merci. Alors, donc là, maintenant, vous voyez, hein, on est dans la négociation. Tout à l'heure, c'était 5 secondes. Maintenant, c'est 1 seconde. Donc, 1 seconde, et c'est bien parce qu'il est président. Et c'est ensuite Madame Elika. C'est la définition juste de l'esprit critique. C'est le passage de l'opinion commune à la vérité scientifique. On a enseigné tous, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais c'est faux. Le soleil ne se lève pas et ne se couche pas. Il y a fallu quelqu'un qui pense avec une subversion, sa tête est un peu tournée et il a dit c'est la terre qui tourne autour du soleil. Donc n'enseignons plus à nos enfants que la terre, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, mais le matin, j'aperçois le soleil à l'est. Ça c'est vrai. Et le soir, je l'aperçois à l'ouest. Merci. Je voudrais juste émettre mon avis par rapport à cette question relative à la pensée critique. Effectivement, comme M. Mamlalol a dit tout à l'heure, que ce soit dans les programmes en vigueur ou les nouveaux programmes que nous sommes en train d'expérimenter, on a écrit, développé chez les apprenants l'esprit critique, les capacités à résoudre les problèmes, développer les habiletés socio-affectives, émotionnelles, cognitives et tout. Par rapport à cette question de pensée critique, moi, je dirais que déjà, quand on parle de pensée critique, c'est non seulement un état d'esprit, mais en plus un ensemble de pratiques. Et c'est surtout à travers ces pratiques-là que je veux recadrer le concept, parce que dans le nouveau programme, nous avons conçu et développé les contenus de chaque discipline de façon à ce que les activités réalisées en classe dépassent le niveau 3 du niveau taxonomique de Bloom et aller donc au-delà des connaissances vers la capacité à analyser. Et c'est pour dire que pour toute discipline, nous, c'est la capacité de l'apprenant à écouter, la capacité de l'apprenant à émettre son opinion, la capacité de l'apprenant à défendre son avis. Tout ça, c'est faisable dans toutes les disciplines. Et à ce moment-là, l'apprenant a la pensée critique demandée dans les programmes. Mais quoi qu'il en soit, moi, je pourrais aussi, en quelque sorte, dire que si nous sommes tous ici, dans ces journées nationales de l'innovation pédagogique, c'est parce que nous aussi, nous voulons développer notre pensée, nos pensées critiques. Merci beaucoup. Alors, pour terminer, juste quelques mots, donc à peu près 6 secondes. Je voudrais vraiment remercier toutes les participantes et tous les participants. On a vraiment eu des discussions très riches et je voudrais remercier en particulier nos intervenants qui ont su creuser des pistes, qui ont su réagir quand on les titillait, quand on les provoquait. On a eu quand même une équipe de choc et s'il vous plaît, on les applaudit.